Alors, c'est un débat qui divise les experts et qu'on ne peut pas encore trancher. Cette histoire du retour de l'inflation, est-ce qu'elle est temporaire, est-ce qu'elle est durable? Quel sera le nouveau rythme d'inflation post-crise sanitaire? On en parle avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour David. Fondateur du site Insolentiae. Bon, votre conviction, à vous, c'est qu'on peut parfaitement imaginer une valse des étiquettes, un dérapage des prix qui irait au-delà même de ce que certains imaginent, entre 5 et 10% par an. Et là, on se dit quand même, on vous adore, vous êtes très sérieux, vous allez voir qu'il y a une démonstration derrière, mais certains vont ricaner en disant, mais 10% par an, mais d'où il sort ça, quoi? Laissons ceux qui ricanent ricaner. Déjà, quand tout le monde pense pareil, plus personne ne pense. Donc, je crois que c'est important toujours d'essayer d'élargir l'horizon des possibles et d'étudier beaucoup de pistes. Et puis après, petit à petit, on resserre, et puis on raisonne, et puis on réfléchit, on pense, on met en perspective, etc., etc. Mais je pense que c'est très important de penser, et de penser évidemment en dehors du consensus mou qui dit, bah voilà, l'inflation, elle sera momentanée et pas très élevée, donc c'est pas grave. Ouais. Et moi, oui, attends, je vous coupe, Charles. Ça ne veut pas dire qu'en fait, votre scénario qu'on va passer vraiment, on va soulever le capot, on va chercher à comprendre, ce scénario hyper inflationniste, 5 à 10% par an, c'est de l'hyperinflation, ça nous rappelle les années 70. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va se produire, mais ce n'est pas de la science-fiction. C'est ça que vous voulez dire, en fait. C'est exactement ça. Et je pense que c'est important de l'étudier et de se mettre en position de réfléchir à quel pourrait être un scénario alternatif au consensus objectivement assez mou aujourd'hui sur l'inflation, parce qu'on a des vrais indices que ça pourrait se passer autrement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que le consensus a tort, ça ne veut pas dire que l'inflation sera très très forte et très 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 durable, avec certitude. Mais ça veut dire qu'on a quand même une probabilité non négligeable que ce scénario de consensus momentané pour l'inflation et relativement peu élevé et sous contrôle ne se produisent pas exactement comme ça. Juste avant de l'examiner encore une fois, on a quand même la Fed, la BCE, c'est des gens intelligents, ce sont des têtes qui sont bien faites, Jérôme Powell et Christine Lagarde qui nous disent que l'inflation, ce n'est pas une menace. Pourquoi ils se tromperaient? Pourquoi vous auriez raison? Parce que l'année dernière, il disait que le coronavirus n'était pas une menace et que de toute façon, les chances pour que le coronavirus de Wuhan arrive à Paris étaient à peu près nulles. Et ça, c'était les propos d'Agnès Buzyn 4 semaines avant qu'on soit tous confinés. Je vous parle des banques centrales, là. Je vous parle de gens sérieux. Oui, non, mais les banques centrales, c'est exactement la même chose. Si vous voulez, les déclarations des banques centrales, elles ont avant tout pour objet, non pas de dire la vérité absolue, elles ont pour objet de maintenir une stabilité et on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, leur objectif, ce n'est pas de vous informer, leur objectif, c'est de maintenir la stabilité du système économique pour le plus grand nombre. Et encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir. Mais il faut bien comprendre que les prémices n'ont rien à voir. Entre dire la vérité ou maintenir la stabilité, vous ne suivez certainement pas le même objectif. Voilà. Alors, d'où pourrait venir cette forte inflation? En dehors des matières premières, du pétrole qu'on voit à 75 $ le baril, mais il ne pourra pas tous les ans prendre 20, 30 ou 40%. Au-delà des goulets d'étranglement qu'on peut avoir dans quelques secteurs, évidemment, dont on parle souvent. Encore une fois, d'où vient cette inflation qui est forte et durable? Alors, d'où vient, quels sont les facteurs, en fait, quels seraient les facteurs inflationnistes? Vous en avez plusieurs. Vous avez d'abord une impossibilité monétaire, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à de tels niveaux d'endettement que monter les taux d'intérêt de façon significative va s'avérer difficile. Non, mais c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet, ça. Non, c'est totalement lié. Ça veut dire que déjà, si vous ne pouvez pas monter les taux, si vous avez une résurgence à un moment donné du taux d'inflation… Oui, là, vous parlez de la conséquence. S'il y a plus d'inflation, que feront les banques centrales? Non, David, vous ne pourrez pas lutter contre l'augmentation de l'inflation. Donc ça, c'est très important parce qu'à un moment donné, ça va être pris en compte par, évidemment, les agents économiques eux-mêmes. Donc ça, c'est l'un des principaux points et facteurs inflationnistes, c'est l'impossibilité même de lutter contre l'inflation. Et c'est important de le garder en tête. Deuxième facteur inflationniste, c'est évidemment ce qu'on appelle l'inflation importée. Et l'inflation importée, c'est quoi? Classiquement, on en garde le souvenir des années 70-80. Quand on importait de l'inflation, c'était de l'inflation qui arrivait via l'augmentation de l'énergie, pétrole, gaz, etc. Et c'est ce que vous avez évoqué. Le problème, c'est que l'économie a complètement changé depuis les années 70-80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'importons pas que notre énergie, nous importons tout le reste.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inflation importée sera importée sur tout ce que l'on importe, c'est-à-dire à peu près tout ce que l'on consomme. Mais Charles, tout ce qu'on importe de Chine. Oui, mais j'arrive, David. C'est ce qui a créé, Charles, c'est ce qui a créé de la désinflation, cette mondialisation. On a importé des biens qu'on produisait ailleurs qui coûtaient moins cher à produire. Ça a créé de la désinflation. Pourquoi aujourd'hui ça créerait de l'inflation? Eh bien justement parce que vous avez un changement et un basculement complet de la situation. Et quel est-il? C'est qu'aujourd'hui, vous avez une valeur. Pourquoi la mondialisation a été désinflationniste, déflationniste? Parce que la Chine produisait à bas coût. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons délocalisé nos usines, nos emplois en Chine, mais nous avons également délocalisé notre pollution en Chine. Et donc, nous importons, dans le cadre du partage de la valeur ajoutée d'un produit, nous importons quelque chose que nous achetons très peu cher en Chine, avec un coût environnemental très élevé qui n'est pas impacté et imputé sur le prix. Et nous faisons la valeur ajoutée ici. On achète quelque chose à 1 euro en Chine pour le revendre 100 euros ici. Donc la valeur ajoutée, elle est essentiellement dans les pays, on va dire, vous allez fort. Acheter 1 euro, revendu 100, c'est excessif. C'est exactement le cas du prix de vos montures de lunettes. Fabriquée, sortie, livrée de Chine au Havre à 1 euro, la monture de paire de lunettes vendue 100 euros dans les magasins. Donc, votre valeur ajoutée, elle rentre à partir du Havre. Et donc, elle se fait en France, la valeur ajoutée. Donc, 199 euros en France, 1 euro en Chine. Et aujourd'hui, la Chine souhaite un partage plus équilibré de la valeur ajoutée et donc elle veut sa part. Ça veut dire que la Chine va augmenter ses prix pour capter plus de valeur ajoutée et c'est notamment l'une des explication des pénuries que vous avez actuellement, avec notamment, je ne sais pas si vous avez vu cette information, c'était une information de CNN qui a fait un super papier là-dessus que j'ai retraduit en grande partie sur mon site internet, parce que c'est un papier majeur sur les pénuries d'électricité aujourd'hui en Chine, où on arrête les usines en Chine, parce que le gouvernement chinois refuse, c'est un choix politique de redémarrer les centrales à charbon pour ne pas polluer. Et donc, ça veut dire qu'on organise les pénuries. De la même manière, la Chine aujourd'hui capte 100% des microprocesseurs, des puces, etc., qui viennent de Taïwan. Et donc, aujourd'hui, vous avez une vraie volonté politique de la Chine de devenir le fournisseur incontournable, de faire les prix. Et donc, nous allons avoir une inflation importée majeure dans le cadre d'un nouveau partage de la valeur ajoutée. Et ça c'est une certitude, David. Ce que je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui avec certitude, c'est quel va être le rythme d'augmentation, quel va être le rythme si vous voulez, de basculement et de rééquilibrage. Et c'est ce rythme de rééquilibrage qui va évidemment définir le taux d'inflation importé. Et ce rythme de rééquilibrage, il va être fonction de quoi? Eh bien, des négociations majeures de géopolitique et de commerce international qui ont lieu entre les grandes puissances. Ouais. Donc deux raisons. On ne pourra pas lutter contre cette hausse de l'inflation parce que l'endettement est tellement élevé que les banques centrales ne pourront pas lutter si cette inflation revenait fortement. Un. Deux, j'essaie de résumer la Chine, le rôle de la Chine dans le choix de faire la pluie le beau temps en matière d'approvisionnement. J'approvisionne ou pas et à quel prix? C'est ça. Il y a peut-être Mais c'est pas tout. Vous avez également la transition écologique. Ah oui, c'est ça. Vous avez la transition énergétique, la transition écologique. Et la transition écologique et la transition énergétique, c'est un facteur ultra inflationniste. Pourquoi? Parce que passer d'une économie carbonée, alors c'est un gros mot quasiment de dire économie carbonée. Prenons un mot simple. C'est pas carboné l'économie, c'est l'économie basée sur le pétrole. D'accord? Donc, passer du pétrole et du gaz à une économie qui est décarbonée, c'est-à-dire sans pétrole et sans gaz, sans énergie fossile, c'est exactement de ça dont on parle, ça va nécessiter des investissements absolument considérables. Et donc, ces investissements considérables, faits à la fois par les États au niveau de nouvelles infrastructures énergétiques, mais qui doivent être faites également par des particuliers pour isoler leurs maisons, pour changer leur système de chauffage, changer les voitures, changer nos modes de transport, etc., etc. Vous comprenez bien, David, que c'est tellement coûteux, c'est tellement onéreux que ça ne peut pas se faire sans un recours massif et majeur à la dette. Or, souvenez-vous, j'ai commencé par vous dire, on ne pourra pas augmenter les taux d'intérêt sur des niveaux de dette importants. Et vous m'avez dit, ah mais c'est la conséquence. Et justement, on va reboucler. Non seulement, David, on ne va pas pouvoir augmenter les taux d'intérêt,
sur ces niveaux de dette importants, mais surtout, nous allons devoir faire encore plus de dettes pour financer cette transition énergétique. Et donc, l'endettement va devenir de plus en plus important. Et donc, à un moment donné, nous allons avoir une dévalorisation de nos monnaies qui est logique. Et donc, après, encore une fois, vous dites que les banques centrales ne lutteront pas contre l'inflation en augmentant les taux. On a historiquement, Paul Volcker dans les années 80, c'est ça, 80 C'est ça, fin des années 70, début des années 80. C'est ça, qui a cassé l'inflation et il est allé pas de main morte, comme diront certains. Et voilà, les taux, ils étaient à 10, 12, je ne sais plus, le taux directeur de la Fed était à 12, quoi. Il n'a pas cassé l'inflation, si on se remet dans le contexte de l'époque, il n'a pas cassé l'inflation uniquement qu'en augmentant les taux. Alors d'abord, à l'époque, le taux de dette sur PIB, il est globalement de 20%. Ouais, c'est ça la grande différence. C'est ça la grande différence. Quand vous augmentez les taux d'intérêt à 20% sur un stock de dette de 20% de votre PIB... On est à 120, là, on est à 120. Et là, on est à 120. Donc déjà, on est à 120. Aujourd'hui, transition écologique non payée. Enfin, je rappelle quand même, peut-être dernier élément, l'épidémie, elle n'est pas finie, David. C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire l'inflation, elle sera que transitoire, et puis les plans de relance, c'est déjà terminé, et puis de toute façon, comme on est tous plus ou moins piqués et vaccinés, on va pouvoir retourner à notre vie d'avant. Très très bien, on l'espère, on croise les doigts, on dit que c'est super, on va espérer que ça se passe comme ça, mais enfin, si ça ne se passe pas comme ça, et si on est reconfiné à nouveau à la fin de l'été ou en septembre, et puis si on a le variant Delta, juste pour information, on en est déjà au variant Iota dans les variants of concerns, c'est-à-dire les variants qui sont sur surveillance aujourd'hui. Donc vous, on vous parle aujourd'hui de Delta, éventuellement de Delta plus, mais sachez qu'on est jusqu'à Iota aujourd'hui, donc dans les variants qui sont surveillés. Donc il y a pléthore de candidats au pire, ou en tout cas à l'échappement immunitaire à un moment donné. Donc de toute façon, nous n'en avons pas terminé avec la pandémie. Nous aurons d'autres moments pandémiques qui seront à gérer. Et ces autres moments entraîneront exactement ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire un certain nombre de perturbations qui entraîneront un certain nombre de coûts qu'on sera obligé de financer à nouveau par de la dette. Donc ce n'est pas un scénario de science-fiction, même si on n'a pas envie de le voir, une inflation qui serait plus structurelle et un niveau plus élevé, qu'on ne peut pas quantifier pour l'instant, évidemment. On ne peut évidemment pas quantifier. Et quand je vous dis 10%, c'est simplement vous dire quoi? Une inflation élevée, plus élevée que ce qu'on peut penser, qui ne correspond pas non plus à une hyperinflation, d'accord? Quand on est à une inflation entre 5 et 10%, vous n'êtes pas du tout dans une hyperinflation, mais en revanche, vous êtes dans une vraie dévalorisation de votre monnaie liée à l'explosion de la quantité de votre masse monétaire. On finit là-dessus, mais pour qu'il y ait de l'inflation, il faut que les salaires suivent. Aujourd'hui, les salaires ne suivent pas. Justement, Paul Volcker, dans les années 80, la hausse des taux, c'était ce que je voulais vous dire également, avait commencé, s'était accompagné de la désindexation des salaires. Rien n'empêche aujourd'hui de décider l'inverse et de décider une réindexation des salaires. Ça sera un choix politique. Ça sera un choix politique. C'est un choix politique. Et aujourd'hui, on vous parle de théorie monétaire moderne, on vous parle également d'hélicoptère monnaie, on vous parle aujourd'hui de plans avec des 1700, 2000 milliards de dollars qui ont été mis sur la table aux États-Unis pour aider les gens. Et considérer que pour faire face à la transition écologique, pour faire face à la pandémie, on accepte finalement à terme 10% d'inflation avec une indexation des salaires, excusez-moi, c'est effectivement pas de la science-fiction, c'est pas délirant, ça peut être de nature à financer et à permettre de passer cette période difficile. Simplement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'encore une fois, les banques centrales, elles vous disent pas la vérité, c'est pas leur job. Leur job, c'est de piloter la stabilité, et c'est un job sans doute plus important que de dire la vérité. Et donc, elles vont tout faire pour piloter cette stabilité et donc elles vont amener à changer progressivement le consensus. Et le job des banques centrales, c'est de changer petit à petit le consensus. Et quand vous avez le président de la Fed de Saint-Louis, je crois, Ballard, qui dit finalement l'inflation sera peut-être un peu plus durable et un peu plus forte. Lui qui est une colombe à la base, James Bullard. Absolument. Il est effectivement dans ce que j'appelle la modification progressive du consensus dans le cadre du fait de maintenir la stabilité. Progressivement. Voilà. Bon, merci. Point de vue signé. C'était très intéressant. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles. Merci David. Salut. À bientôt.